à tous pour cette nouvelle librairie APM. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Groff. Bienvenue Bonjour. Arnaud. Merci, bonjour. Tu es expert à l'APM depuis 7 ans. Oui. Tu portes une expertise qui s'intitule « Vous innovez sans le savoir, le saviez-vous » Tout à fait. Ma première question Arnaud pour toi, c'est pourquoi cette passion pour le thème de l'innovation? En quoi ça se relie à ton parcours? Alors ça remonte à très loin pour le coup, parce que souvent on met en avant les travaux de recherche, la thèse de doctorat que j'ai porté sur le management de l'innovation chez PSA, mais ça remonte à bien plus en amont. J'ai eu la chance par hasard de faire l'école Freinet quand j'étais tout petit, puisque c'était l'école en bas de chez moi, c'était pas par principe, c'est l'école des pourquoi. Et je suis assez passionné par l'art, le design et autres, et j'essayais de comprendre comment à un moment donné un meuble pouvait devenir une véritable œuvre d'art, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas le fait d'une seule personne, qu'en fait il y avait toute une chaîne de l'artisan, du créatif, de l'expert comptable, et je me suis posé la question de pourquoi on limitait l'innovation, on la focalisait peut-être sur le designer et qu'on oubliait toute une masse de gens. La chaîne humaine. Exactement, mes parents étant plutôt des faiseurs, des ouvriers, je me suis dit mais pourquoi ils n'auraient pas leur place dans le process, parce que je vois aussi leur vie, et c'est avec ça que je me suis posé la question de mais c'est quoi l'innovation et ça sert à quoi? Après il y a eu un deuxième levier, c'est mes travaux de recherche où je me suis rendu compte que on était acteur en fait du monde, qu'on pouvait se poser des questions, même sur les choses qui paraissent établies. L'innovation, c'est ça et pas autre chose. Ben non, quand c'est pas logique, on essaie de comprendre comment, à un moment donné, l'innovation, justement, elle peut être remise au service de chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Et qu'en fait, chacun et chacune d'entre nous dessine le monde dans lequel on est par l'innovation. Super. Voilà. Merci Arnaud. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour cet ouvrage, Innover autrement, disnover. L'intelligence collective au service de la vraie innovation. Oui. Tu as publié auparavant 14 ouvrages. Oui. Alors, cet ouvrage, est-ce qu'il est dans la continuité des précédents? Il est en rupture? Peut-être c'est un lien avec le contexte dans lequel tu l'as écrit? Alors, il y a le contexte, tout à fait. C'est pas forcément une rupture, c'est presque une compilation, puisque dans ces 14 ouvrages, il y a des ouvrages sur la conduite du changement. Voilà, comment à un moment donné, il y a des choses assez simples pour changer les choses. Il y a des ouvrages sur la créativité et l'innovation très opérationnels, et il y a quelques ouvrages collectifs sur l'intelligence collective, justement, le leadership. Et en fait, l'accélérateur, ça a été la crise qu'on a vécue, où en fait, on a eu des paradoxes, des entreprises qui investissaient beaucoup en innovation et autres, qui se sont effondrées, ou alors qui ont carrément mis de côté tout de suite les activités d'innovation, alors que c'était là-dessus qu'il fallait investir pour sauver. Et à côté de ça, notamment sur une intervention que j'ai eu la chance de faire avec un membre APM de Belgique qui dirige Decathlon, se rendre compte qu'il y a des entités qui ne mettent pas en avant l'innovation, qui ne vont pas forcément être dans des développements technologiques très forts, ont été capables de faire 80% de leur chiffre d'affaires. Et en fait, là, je me suis dit, c'est le bon moment. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. C'est le bon moment de parler vraiment des choses de manière sobre. La problématique qu'il y a derrière l'innovation, c'est que ça fait rêver ou ça fait peur, mais en parler avec une certaine sobriété, en disant, c'est plutôt, vous voyez, l'innovation, c'est plutôt ça et pas autre chose. On n'avait peut-être pas envie d'entendre. Aujourd'hui, je crois que c'est le bon moment. La prise de conscience est là. Les exemples sont là pour parler de vraie innovation et ce qu'on a appelé, nous, de la disnovation. D'accord. Alors, avant de parler de disnovation, on va juste faire un petit retour sur l'innovation précédente que tu qualifies peut-être d'idéologie. Tu dis aussi que la logique de destruction créatrice, chère à d'autres penseurs, nous a conduit dans une sorte d'impasse. Tu parles même d'absurdie. Oui. Pourquoi tu parles de tout ça, en fait? Mais en fait, il y a une experte et une auteure, une philosophe que j'aime beaucoup, qui est Cynthia Fleury, que j'ai eu la chance de voir, et qui parlait souvent de la manière dont on manage, on dirige les peuples, soit par l'utopie, soit par la peur. Voilà. Et qu'elle dit, c'est dommage, au milieu, il y a un truc entre les deux, c'est le courage. On a quand même une utopie, mais on a conscience des dangers et autres. Sur l'innovation, on a été victime de cela. Mais depuis toujours, l'innovation, en fait, elle nous dérange sur le fait que, non, le monde n'est pas établi, le chemin est à parcourir, il va se dessiner en avançant, l'effectuation, et qu'à partir de là, on sait que c'est quelque chose d'important pour s'adapter, se développer, mais on n'arrive pas à le rentrer dans des modèles mathématiques, financiers, classiques. À partir de là, très rapidement, mais dans toute l'histoire de l'innovation, soit on l'a cloisonné en disant ça c'est les chercheurs, ça c'est dangereux. Et au début du XXe siècle, on a vu quand même que c'était utile pour la performance, ça avait un lien avec la performance des entreprises. Donc on en a fait un critère purement économique. Donc à partir de ce moment-là, si on en a peur, on va suivre le manager, on va dire les grandes directions. Donc en fait, on en a fait une idéologie en ce sens-là. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on en a fait une idéologie en ne voyant l'innovation que comme un résultat concret qu'on peut mesurer. On a oublié tout le cheminement,
tout ce qu'apporte l'innovation autour de la quête de ce résultat innovant. Enfin, on en a oublié un point qui semble important, plus qu'une activité, plus qu'un plus dans la valorisation de l'entreprise, on en a oublié que dans la nature, elle existe, l'innovation. Et qu'en fait, elle est partie prenante de la capacité d'adaptation, de transformation, de survie. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas une option. C'est-à-dire que c'est une capacité que va avoir un organisme vivant à pouvoir retarder sa date de mort, en fait, puisque c'est ça, au maximum, soit en se développant, il n'a peut-être pas besoin d'innovation, soit en innovant, en mutant, et en faisant en sorte qu'à tout moment, quand il y a un incident comme on l'a vécu, ou une pandémie comme on l'a vécu, on est capable de s'adapter, parce qu'on s'est entraîné, on a imaginé des capacités, et culturellement, on est prêt à abandonner ce qu'on avait avant pour passer à autre chose. C'est en ça que c'est devenu une idéologie, et c'est en ça aujourd'hui où il faut que la plupart des entrepreneurs, en tout cas, ou des organisations, prennent conscience que l'innovation, elle doit être remise au service des métiers, elle doit être remise au service des individus qui composent leur capital humain et au service de l'intelligence collective. D'accord. Alors ce mot « disnover », oui. Comment tu l'as construit ? Alors, disnover, j'ai écrit ce livre avec Lionel, qui est philosophe, qui m'a fait part d'un mouvement d'artistes sur la disnovation, disnovation.org, vous irez voir. Et en fait, ça collait très bien avec ce qu'on voulait porter. Avec le message que vous vouliez porter. Exactement. Navi Raju, qui a fait la préface de notre livre, dit « Mais je croyais que c'était un énième livre sur la décroissance. » Et pas du tout, puisque moi, je viens des arts et métiers, je suis un technologue, j'adore la technologie. Mon école défend cette cause de la technologie au service de l'humanité depuis plus de 200 ans. Mais l'idée n'était pas de dire on arrête la technologie, on arrête la croissance. C'est pas ça. C'est de se poser la question du sens de la technologie par rapport à quel projet, par rapport à quelle utilité. Et dans ce mouvement culturel d'artistes, ils sont justement là-dessus. C'est-à-dire que la technologie est là, mais ils ne vont pas faire fi du passé non plus. En fait, on est sur un équilibre et se poser des questions philosophiques, on va dire, ou éthiques, sur qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message et montrer qu'on peut penser autrement. Donc en fait, il est venu de là, et c'est surtout pas l'idée de la décroissance, c'est l'idée de la vraie innovation, celle qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, est utile à la fois pour l'humanité, mais utile également pour l'intelligence collective qui fait notre caractéristique et notre capacité de survie. Parce que sur le papier, si on remonte dans l'histoire, si on prend un humain tout seul par rapport à son environnement, on sait très bien que ce n'est pas l'intelligence collective, il était capable de s'adapter. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho à une expertise d'une experte sur l'art contemporain qui est vue comme un signal faible. Oui, porté par Hélène Munier. Je pense aussi à un autre expert sur l'innovation qui est Maximien Brabec, et lui est venu dans une précédente librairie nous parler de son livre Désapprendre pour innover. En quoi ça fait écho avec la disnovation ? Là où Maximilien a totalement compris un petit peu ce que peut apporter l'innovation, c'est la notion de désapprendre. Nous, en fait, on a modélisé un petit peu, on a accompagné plus de 1000 entreprises sur la mise en place de démarches d'innovation. Donc, en fait, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui bloquait un dirigeant à mettre l'innovation, quelles étaient ses priorités, ses craintes. Et en fait, on est parti d'un modèle assez intéressant qui est le modèle d'ambidextrie, de comprendre qu'en fait, dans n'importe quelle organisation, on est condamné à innover. Mais à l'inverse, on est condamné aussi à sécuriser nos activités. C'est l'exploration, l'exploitation. Exactement. C'est développé par le Boston Consulting Group depuis une trentaine d'années. Cette idée qu'on a à gérer l'exploration, ce qui nous permettra de trouver les choses pour demain, mais aussi l'exploitation qui nous permet de financer le quotidien. Et en fait, le problème, c'est qu'on a toujours opposé les deux. C'est soit l'un ou soit l'autre. La start-up est géniale, elle fait de l'exploration. Elle a du mal à exploiter. Lui, il exploite, il ne trouvera jamais le moyen d'explorer. C'est faux. En fait, le modèle de demain, et dans la nature, on le retrouve, c'est l'organisme qui est capable de faire cohabiter ces deux. Qui est ambidextre. Exactement. Et en fait, en regardant bien, on se rend compte que l'ambidextrie, cet espace entre l'exploration et l'exploitation, ça peut être l'innovation. C'est l'innovation. Qu'elle sert à quoi ? Elle sert à faire en sorte que ce qu'on trouve dans l'exploration, les idées nouvelles, elles soient quand même plus ou moins réalisables, puisqu'on aura des informations qui viennent du monde du terrain qui leur disent « les gars, vous devriez chercher comme ça ». Mais à l'inverse, ça permet aussi de stimuler ceux qui devront exploiter les innovations de demain. On l'a dans la nature avec ce qu'on appelle les cercles adaptatifs, c'est-à-dire on génère des innovations, mais on vient les confronter à l'organisme lui-même de telle sorte que l'ensemble, si on reprend l'entreprise du capital humain, le jour où ils ont une innovation entre les mains, soient capables de l'exploiter. Le problème, c'est quand on isole l'innovation, quelque part, quand on amène l'innovation au capital humain, ils ne sont pas capables de l'utiliser parce qu'ils n'ont pas été amenés à se challenger, à se transformer. Et quand Maximilien Brabec parle de désapprendre pour réapprendre, en fait, l'espace d'innovation que vous allez mettre en place dans l'entreprise, un service, une plateforme, peu importe, c'est le bac à sable. C'est l'endroit où justement
on a le droit, on a même le devoir de ne pas faire comme d'habitude, de ne pas travailler avec les mêmes personnes, de ne pas avoir le même poste. Bon, bah là, je suis ingénieur, là, j'aimerais bien juste mécano, parce que c'est mon plaisir de base. Bah, moi, je suis mécano, mais j'ai des talents d'ingénieur. C'est l'endroit, en fait, on désapprend, On s'ouvre, on se on se décloisonne. révèle, on met en avant ce qu'on a envie de développer, on voit les limites de ce qu'on est capable de faire, mais on voit qu'on peut le faire avec d'autres. Donc, c'est là où on découvre sa propre capacité ou ses propres envies, on recrée des nouvelles connexions. En fait, on désapprend l'entreprise plus que se désapprendre lui-même. Et grâce à ça, eh bien, on révèle le potentiel du capital immatériel de l'organisme. Et c'est en ça où, derrière cet ouvrage, on ouvre un nouveau champ. Comment, en fait, l'innovation n'est pas simplement un vecteur d'adaptation au marché et de croissance, mais un vecteur de développement, parce qu'il y a une différence fondamentale pour nous entre les... croissance et développement. Exactement. Et dans ce gain en développement, eh bien, l'innovation devient le bac à sable qui ne perturbe pas l'exploitation, mais qui permet non seulement de répondre à des objectifs de performance économique ou de performance marketing, mais surtout devient un espace qui va révéler, qui va entraîner, challenger le capital immatériel qui représente jusqu'à 80% de la valeur d'une entreprise. Très bien. Donc, nous a parlé d'ambidextrie. Il y a 4 autres concepts qui sont importants dans la disnovation. Oui. Est-ce que tu peux nous les expliquer brièvement? Alors, tous, je ne sais pas si on aura vraiment le temps, mais... Au moins les plus importants, la raison d'être, l'effectuation. Tout à fait. Sérendipité, vicariance. Alors, la raison d'être, elle est importante parce qu'en fait, quelque part, se mettre dans les... Souvent, on me pose la question, mais alors, du coup, c'est quoi les conditions pour me mettre dans une posture d'innovation? La première, c'est de savoir pourquoi vous voulez faire l'innovation et à quoi elle sert. Donc, en fait, il faut être en capacité d'identifier les signaux faibles qui nous permettent de définir une matrice qu'on a développée qui s'appelle la matrice de raison d'être de l'innovation. En gros, le biais qu'on retrouve chez les dirigeants, c'est d'avoir écouté plutôt telle approche sur l'innovation plutôt que telle autre et dire elle est sympathique, elle est super, peut-être cette approche d'open innovation, innover avec l'extérieur, ou de hackathon d'innovation participative à l'extérieur de l'entreprise, super. Mais en fait, ces modèles de management de l'innovation ou d'organisation de l'innovation apportent des choses différentes. En fait, la première des clés pour la raison d'être de l'innovation, c'est de se poser la question de l'utilité. En quoi je remets l'innovation au service du développement de mon entreprise? C'est comme ça qu'on doit poser la question. Et non pas, est-ce que je vais innover? Non. Qu'est-ce que peut m'apporter l'innovation dans mon plan de développement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dirigeant, il doit savoir où il veut aller. Ça veut dire que, en fait, ça challenge le dirigeant sur sa vision, ça c'est le premier point, mais aussi sur, en fait, le plan de développement de son entreprise et pas simplement le plan de croissance de son entreprise. Donc, sur la raison d'être, c'est la clé. Si je sais où je veux aller, je suis capable de définir la raison d'être et je suis capable d'utiliser les bons vecteurs d'innovation. Alors, je vais utiliser plutôt de l'innovation pilotée, je vais utiliser plutôt de l'innovation participative, ça dépendra de la raison d'être. Voilà. La vicariance, on en parle aussi là-dessus, c'est plutôt dans le bac à sable, dans désapprendre. C'est comment à un moment donné, justement, quand j'ai l'habitude de faire toujours de la même manière, je m'oblige à prendre un chemin différent. Et en fait, on voit vicariance, sérendipité, l'art de trouver tout autre chose que ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherchait? Exactement. On voit le lien entre les deux. C'est que pour bénéficier de la sérendipité qui est inéluctable dans les démarches d'innovation, cette part de hasard qui va se transformer en opportunité, faut créer les conditions. Si quand vous partez en vacances d'un point A à un point B, vous prenez l'autoroute, vous avez très peu de chances. Peu de surprises. Exactement. D'opportunités et en même temps de challenge vis-à-vis de votre vision. C'est le quatrième pilier qui est l'effectuation aussi dans la disnovation. C'est le meilleur moyen de pouvoir enfin accepter ces principes d'effectuation qui sont intrinsèques à l'innovation. Tu peux expliquer très simplement ce que c'est que l'effectuation? L'effectuation, c'est l'idée de dire que je sais d'où je pars, j'ai à peu près l'idée de où je veux aller, donc la vision, et je voudrais... J'ai un cap. Exactement, j'ai un cap. Par contre, le chemin va se dessiner en avançant. 1. Et 2, pendant que ce chemin se dessine, je vais accepter que l'objectif puisse se modifier en cours de chemin. C'est ce qu'on a dans la nature. À un moment donné, on fait l'analogie avec les plantes. Il faut voir que le mot innover a des origines botaniques au 19e siècle. Innover, c'est faire bourgeonner une plante. Donc, on comprend rapidement que faire bourgeonner une plante, il faut un terreau fertile, il faut planter une plante, donc donner envie, faire croître et récolter. Mais que la plante, à un moment donné, peut tomber sur son chemin de bourgeonnement, qui avait prévu de bourgeonner à tel endroit parce qu'il y a le soleil ici. Elle peut tomber sur un problème. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va souvent essayer de changer son chemin. Et elle va changer son cap. Elle ne va pas forcément revenir. C'est le principe d'effectuation. Ça, ce n'est favorable que si on a la capacité à générer de la sérendipité et à être en capacité de l'exploiter. Donc, on vient sur des concepts après d'agilité. On vient sur le concept de transformation du capital humain au sens où, pour saisir ces opportunités, pour être en capacité de s'adapter, il faut qu'on ait un capital humain qui soit assez agile. Alors, parlons-en du capital humain et de l'intelligence collective.
Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, puisque pour toi, elle est au service de la vraie innovation, l'intelligence collective. Oui, alors là-dedans, dans le sous-titre, il y a deux concepts, il y a la vraie innovation et l'intelligence collective. Sur l'intelligence collective, on s'est beaucoup basé sur les travaux de Pierre Lévy, qui a analysé les modèles d'intelligence collective dans la nature et en a sorti plusieurs principes. Et en fait, ça se recroise avec les travaux qu'on porte sur le management de l'innovation, au sens où, par exemple, il y a 6 principes, mais dans ces 6 principes, il parle d'espace intersubjectif. Pour qu'il y ait de l'intelligence collective, il faut qu'il y ait un espace qui soit déconnecté des contraintes financières, réglementaires. Et si on va un peu plus loin, on va dans les travaux de Foucault, 1967, il parle d'espace d'hétérotopie. En fait, pour que le capital humain, on va dire, en tout cas nos ressources puissent s'exprimer totalement, il faut ce qu'on appelle des espaces d'hétérotopie, des espaces où nos utopies s'expriment. Alors, il explique, Foucault, c'est difficile parce qu'on a chacun les nôtres, à des moments particuliers, géographiquement, ça nécessiterait de se connecter. Donc en 1967, on comprend que c'est pas facile à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, avec le digital, on va dire très clairement, on peut trouver un moyen intelligent, utile et créateur de valeur d'utiliser le digital pour mettre tout simplement en route ce que Foucault avait identifié dans les années 67, ces espaces d'hétérotopie dans lesquels le capital humain devient une véritable intelligence collective. Ensuite, dans l'intelligence collective, c'est intéressant, c'est qu'elle ne marche que si on est sur des structures molaires, c'est-à-dire des petites structures. C'est aussi un des éléments qu'on a identifié dans nos travaux de recherche, à savoir quelle est la première cause d'échec des projets de transformation. C'est la peur. C'est la peur, et la deuxième, c'est le nombre de Dunbar. On refuse le nombre de Dunbar, c'est un nom qui est issu de travaux sur les primates, qui montre que, à partir d'un certain nombre d'individus, il n'y a plus d'intelligence. Donc en fait, on est sur un paradoxe aujourd'hui. Est-ce que c'est les tailles des tribus préhistoriques, 150 150, et aujourd'hui, on est plutôt sur des tailles de 30 à 50 unités. Donc il fait l'analogie entre des réseaux sociaux très connus et d'autres. Et en fait, on est vraiment au cœur du sujet. L'intelligence collective, on en est tous conscients. Il faut suffisamment de personnes, mais pas trop. Exactement. Et aujourd'hui, on l'a mis en mouvement, mais ça challenge quand même le système de management. Je suis intervenu sur une conférence sur le climat il y a quelques jours. On m'a dit, mais alors, ton modèle remet en question la politique. Ah oui, elle remet en question la politique au sens noble, mais ça l'amène à se poser la question de la politique au service de ces micro-communautés. Mais l'intelligence collective, elle est intéressante parce qu'elle amène ça. On sait qu'on a besoin de créer des espaces dans lesquels on peut être tout autre chose. On sait qu'on a besoin de le faire en micro-structure. Et on a le troisième point dans les 6 qui me semble le plus important, c'est qu'il y a intelligence collective que quand on a un objet commun, un objectif commun. Si on est réunis derrière une cause commune. Alors, est-ce qu'on peut justement reboucler avec le rôle du chef d'entreprise et du dirigeant ? Puisque tu parles en guise de conclusion, on peut te citer, d'innover, c'est réaligner l'innovation avec son unique utilité, soutenir le progrès et les utopies collectives de l'humanité. Et tu parles d'une nouvelle ère du dirigeant spirituel. Oui. Alors, comment est-ce qu'on pourrait conclure là-dessus ? Partons sur la définition de vraie innovation de Heinz Wiesmann, qui est aussi expert APE, je crois, que j'ai eu la chance d'avoir en professeur, qui définit l'innovation la vraie innovation comme étant l'innovation qui soutient les axes de progrès. Le progrès étant en philosophie ce qu'on appelle une utopie collective, une croyance collective. Et en fait, le dirigeant, il est challengé là-dessus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment de la vraie innovation dans son entreprise que si elle soutient ses axes de progrès. Et donc les croyances collectives. Donc quelle est sa vision, voilà, et comment il partage cette vision avec ses équipes. S'il n'est pas dans cette capacité spirituelle à se projeter et à voir comment on peut développer l'entreprise et pas simplement se focaliser sur la croissance. L'idée du développement de l'entreprise, c'est l'idée de travailler sur la survie de son entreprise, mais aussi de l'écosystème dans lequel il vit. On ne peut pas imaginer et dire mon entreprise va survivre avec autour de nous tout qui s'effondre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On doit prendre soin de soi, de son entreprise, mais aussi de l'environnement dans lequel on est. On peut parler de la prospérité, concept cher à Bruno Latour, qui parle non pas de croissance, mais de prospérité de l'écosystème. C'est exactement ça. Justement, ça mène une question, Arnaud, sur ce qu'on appelle la grande démission. Oui. Quand on parle de sens, la grande démission des salariés aux États-Unis, près de 5 millions. Oui, on arrive à 5 millions pratiquement. 5 millions. Ouais. Et en France, les dirigeants APM sont aussi confrontés à ce phénomène de départ assez massif. En quoi la disnovation pourrait-elle être une réponse ? Elle est une réponse parce qu'elle apporte une réponse plutôt sobre, c'est-à-dire de ne pas promettre des choses inatteignables dans l'entreprise. C'est de ramener un principe de réalité, c'est que dans l'entreprise, on a quand même des réalités opérationnelles, l'exploitation à porter, mais qu'à côté de ça, moi, dirigeant, je suis en capacité de te donner un espace d'épanouissement, de rencontre, de transformation.
et même un espace pour me transformer, moi, en tant que dirigeant et mon entreprise. C'est en ça que c'est une réponse durable, parce qu'on est en train d'écrire un article sur de la grande démission à la grande dépression. Tous ces gens qui partent aussi se retrouvent confrontés à une sorte d'utopie ou de mensonge où on se rend compte que l'entreprise où tous les jours, c'est génial, tous les jours je me transforme, tous les jours c'est très rare, je ne sais pas si ça existe vraiment et ça rend peut-être pas plus heureux. Donc c'est plutôt l'idée d'amener une notion de sobriété dans l'engagement collectif et de se recentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur. C'est vraiment m'épanouir seul, donc, mais parmi les autres. Donc un des principes de l'innovation qui est l'individuation. Je suis une singularité parmi les autres et on veut ni lisser l'un ni lisser l'autre et de faire en sorte qu'on s'engage dans les entreprises pour cette aventure humaine, mais qui ne vise pas à me faire disparaître, qui vise justement à me permettre de me transformer. De m'exprimer. Exactement. Formidable. Oui. Merci Arnaud. Merci. Pour cette librairie. Merci. Et à bientôt. À bientôt.